entre le Tchad et le Niger, telle qu'elle vient de s'illustrer par la visite d'État du président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, à Niamey. Visite rendue au général d'armée, président de la République du Niger, Abdourahmane Tiani, et à ses compagnons. Le second sujet que je vais aborder, c'est le ressurgissement, comme de juste, du projet de la monnaie néocolonialiste ECO, défendu par le satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara, venu de Sindou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sindou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Et enfin, je vais attirer l'attention des révolutionnaires africains, notamment donc au Cameroun et en Côte d'Ivoire, sur la nécessité de contrer deux forces anti-populaires, anti-africaines, d'une part les dictatures de Ouattara et Biya, d'autre part les coups d'État néocolonialistes qui se préparent. Prenons le premier sujet. Ce sont de très belles images, ce sont des déclarations fortes, ce sont des émotions vivantes que l'Afrique observe depuis le début de la visite d'État du président tchadien maréchal Mahamat Idriss Déby Itno au Niger, où il a été accueilli chaleureusement par son frère et compagnon d'armes, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État. Mais certains pourraient ne pas comprendre l'importance de la relation tchado-nigérienne d'un point de vue géopolitique et géostratégique pour toute l'Afrique. Je voudrais vous expliquer pourquoi cette relation étroite, cette fraternité à la fois d'armes et cette fraternité de peuples sont absolument importants pour la stabilisation et la prospérité de l'Afrique contemporaine. Premièrement, il faut que vous sachiez que lorsque l'Alliance des États du Sahel a été créée, l'une des stratégies du néocolonialisme français pour casser l'Alliance des États du Sahel a été d'essayer d'utiliser ces bases en territoire tchadien comme position arrière permettant de frapper le régime émergent du CNSP du président Abdourahmane Tiani. L'acte fraternel posé par le régime de N'Djamena envers le nouveau régime de Niamey a consisté à opposer une fin de non-recevoir à la puissance néocolonialiste française quand elle a voulu utiliser ses positions tchadiennes pour frapper le régime nigérien. Ça, c'est le premier point que vous devez noter. Le second point que vous devez noter, c'est que précisément en raison de la révolution panafricaniste au Niger, qui a permis au peuple nigérien de se débarrasser des troupes d'occupation néocolonialistes et impérialistes françaises et américaines, le Tchad s'est inspiré précisément du Niger pour emboîter le pas. L'exemple nigérien a encouragé les soldats tchadiens et leur chef, le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno, à emboîter le pas en exigeant le départ immédiat des troupes néocoloniales françaises et des troupes impérialistes américaines de leur sol. Donc, le Tchad s'est inspiré du Niger, tout comme le Tchad a protégé le Niger. Il y a un troisième point que vous devez noter. Lorsque l'armée tchadienne a été décimée, alors que ses supposés partenaires de l'OTAN, qui ont le renseignement satellitaire, contemplaient le massacre des soldats tchadiens avec beaucoup de cynisme, le président Mahamat Idriss Déby Itno a pu mesurer la véritable solidarité africaine au regard de l'attitude du Niger envers le Tchad dans cette épreuve. De très fortes coopérations militaires entre les armées du Niger et du Tchad ont lieu depuis lors. Non seulement pour continuer à sécuriser la zone du lac Tchad, mais pour sécuriser ensemble la frontière tchado-nigérienne. Donc il faut que vous sachiez que, sans faire beaucoup de bruit, la coopération militaire entre le Tchad et le Niger est tellement avancée, tellement fructueuse, que la frontière est du Niger, qui se trouve être la frontière ouest du Tchad, commence à être l'une des plus sécurisées d'Afrique.
Et ça, c'est un troisième point qui est extrêmement important. Enfin, on va sur un quatrième point qui explique la proximité entre les régimes du Tchad et du Niger. Ouais, c'est la proximité culturelle. Ce sont les mêmes peuples africains qui sont des deux côtés des frontières. Vous savez, il y a des Haoussa tchado-nigériens, il y a des Peuls tchado-nigériens, il y a des Touaregs tchado-nigériens, il y a des Toubous tchado-nigériens. Si vous étudiez par exemple les trajectoires politiques des cadres, que ce soit les cadres tchadiens ou les cadres nigériens, vous vous rendez compte que plusieurs trajectoires politiques de ces cadres les mènent tantôt à N'Djamena, tantôt à Niamey. Étudiez par exemple la carrière politique de l'actuel Premier ministre du Niger, mon frère, eh bien, Mahaman Ali Lamine Zen. Sa carrière se déroule littéralement entre, entre N'Djamena et Niamey. Mahaman Ali Lamine Zen est chez lui en N'Djamena, comme il est chez lui à Niamey. Et vous imaginez, c'est la situation de plusieurs Tchadiens, c'est la situation de plusieurs Nigériens. Il y a une continuité culturelle entre ces peuples sahéliens. Il y a une continuité culturelle entre ces peuples africains qui fait que, en fait, ils ont pris conscience du fait qu'ils peuvent vivre et ils doivent vivre ensemble ou ils risquent de périr ensemble. Voilà l'arrière-fond. Voilà l'arrière-fond stratégique, géopolitique, l'arrière-fond économique, l'arrière-fond militaire, voilà l'arrière-fond spirituel de la relation tchado-nigérienne. Quand nous voyons deux États développer une coopération multiforme, une coopération soudée, une coopération fraternelle à tous ces niveaux-là, nous devons l'encourager. Je voudrais vous rappeler que j'avais encouragé ici la nouvelle coopération tchado-centrafricaine. La volonté des dirigeants tchadiens et centrafricains de sécuriser la frontière entre le Tchad et la République centrafricaine est une volonté essentielle pour la pacification de l'Afrique centrale. Car la déstabilisation du Centrafrique à partir du Tchad ou du Tchad à partir de la République centrafricaine est l'une des variables permanentes du néocolonialisme français. Donc, saluons le raffermissement des relations entre la République du Tchad et la République du Niger. Cela annonce de très beaux jours pour les populations africaines du Sahel. Saluons le renforcement de la coopération militaire entre les deux armées. Saluons la multiplication des échanges commerciaux, des échanges économiques. La naissance d'un puissant marché sahélien qui irait littéralement du Sénégal jusqu'à Djibouti est l'une des conditions de la renaissance africaine. Saluons cela. Félicitons les dirigeants tchadiens et nigériens pour les efforts qu'ils font pour améliorer leur coopération, améliorer le cadre de confiance. Mais je conclurai ce premier point en disant que tout ceci ne va aboutir que si tous ces pays sortent du CFA. Tout ceci ne va aboutir que si tous ces pays sortent et de l'emprise du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, mais également si tous ces pays africains, tous nos pays sortent de l'emprise de l'impérialisme moyen-oriental. Parce qu'il y a un point sur lequel nous sommes faibles en Afrique, c'est le processus de libération de l'Afrique de l'influence du Moyen-Orient. Il va falloir que les pays africains se libèrent des liens de soumission, de manipulation, de duplicité avec l'Arabie saoudite, avec les Émirats arabes unis, avec le Qatar, tous ces États qui sont en réalité des grandes bases arrières du terrorisme qui attaque l'Afrique. Un terrorisme qui est en réalité organisé par l'alliance militaro-politique occidentale avec ses alliés du Moyen-Orient. L'Afrique doit s'efforcer de s'affranchir de sa double dépendance. Dépendance envers l'Occident, en même temps que dépendance envers le Moyen-Orient. Et ça, c'est très important pour le Tchad, parce que le Tchad, tout en prenant ses distances envers le néocolonialisme et l'impérialisme occidentaux, le Tchad n'est pas en train de s'émanciper suffisamment de la dépendance au Moyen-Orient. Il faut faire très attention. Les monarchies du Moyen-Orient, là, sont des monarchies duplicitaires. Ce sont des monarchies qui ne sont pas libérées du préjugé de la domination arabe sur les Noirs. Ce sont des monarchies profondément racistes et qui ne veulent pas de l'émergence d'une Afrique forte militairement, forte économiquement,
forte géopolitiquement et géostratégiquement. Il faut faire très attention. Il faut vraiment faire très attention avec la coopération avec le Moyen-Orient. Il faut faire très attention. J'insiste là-dessus. Il faut vraiment faire très attention. Donc voilà pour ce qui est du premier sujet. Voilà pour ce qui est du premier sujet. Je vous rejoins après. Hein. Je vous rejoins après. Mhm. Alors maintenant, abordons le second sujet de cette intervention matinale. Le second sujet de cette intervention matinale, il porte sur la nouvelle excitation d'Alassane Draman Ouattara. La nouvelle excitation d'Alassane Draman Ouattara et de son gouvernement de renégats à l'intérieur de la CEDEAO, où ils prétendent relancer pour d'ici 2026-2027 le projet de la création d'une nouvelle monnaie qui s'appellerait ECO. J'ai lu avec beaucoup d'amusement, j'ai lu avec beaucoup de dérision le communiqué de la CEDEAO évoquant eh bien, la résurrection de de ce fameux projet. La résurrection de ce fameux projet. Je voudrais vous rappeler que Alassane Draman Ouattara, qui est en réalité un suppôt de la Banque de France, un suppôt du FMI et de la Banque mondiale, bref, un suppôt de l'impérialisme financier et économique occidental en Afrique, Alassane Draman Ouattara, à chaque fois que les Africains de l'Ouest ont voulu se doter d'une monnaie souveraine indépendante, à taux flexible, une monnaie pilotée par une banque centrale africaine indépendante de toute autre banque centrale, Alassane Ouattara a toujours surgi avec un projet concurrent pour essayer d'étouffer la volonté de souveraineté monétaire des Africains. La première fois que l'écho a été évoqué, il était question que ce soit une monnaie qui serait donc pilotée à partir de l'Afrique, une monnaie qui ne serait arrimée à aucune autre monnaie, une monnaie qui ne serait pas à taux fixe avec l'euro, une monnaie qui ne serait à taux fixe ni avec le dollar ni avec rien du tout, une monnaie que le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest serait chargé d'ajuster en fonction des besoins en termes d'importation ou d'exportation de toute la zone CEDEAO. À peine cette idée a-t-elle été esquissée qu'Alassane Ouattara, manipulé par les néocolonialistes parisiens, est venu promouvoir un autre écho qu'on a rapidement reconnu comme étant un écho franc CFA. Il est venu promouvoir une autre monnaie qui s'appelait ECO, mais il disait que cet ECO-là devra être en parité fixe avec l'euro, que cet ECO devrait avoir une parité fixe avec le dollar. Voilà ce qu'il prétendait, Alassane Draman Ouattara. Et tout le monde a aussitôt compris que, en fait, Alassane Ouattara avait été envoyé saboter l'ECO, monnaie indépendante, monnaie souveraine, monnaie libre de l'Afrique de l'Ouest. Il avait été envoyé pour la saboter. Ça, c'est ce qui s'est passé quand la première version de l'ECO est sortie. Maintenant, nous sommes en 2025. Pourquoi Alassane Draman Ouattara et la CEDEAO reparlent-ils d'éco? Bon, ils reparlent d'éco parce que les pays de l'Alliance des États du Sahel se sont dotés d'une banque. C'est une banque nationale d'investissement sahélienne dotée d'un budget de 500 milliards, d'un capital de 500 milliards de francs CFA. La création de cette banque d'investissement du Sahel est une étape essentielle vers la mise en place de la monnaie Sahel. Alassane Ouattara, qui est relativement au courant des intentions qui animent les présidents Goïta, Traoré et Tiani, en créant la Banque nationale, donc la Banque confédérale d'investissement du Sahel, Alassane Ouattara est chargé de torpiller la mise en œuvre de cette banque par la résurrection artificielle du projet d'un soi-disant ECO. Ce ECO-là dont parle Alassane Ouattara est un épouvantail ayant pour but de décourager les pays sahéliens qui sont en marche vers la monnaie Sahel. On sait ce qui va se passer. Dès que les pays sahéliens vont mettre en place la monnaie Sahel, la CEDEAO, bras armé du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, va se mettre à fabriquer de la fausse monnaie Sahel pour noyer la monnaie Sahel, en provoquant une inflation
et donc une dévaluation artificielle de cette monnaie. Je voudrais donc vous dire, sahéliennes, sahéliens, africaines, africains, vous, nos amis sur tous les continents, qu'une grande bataille monétaire se prépare en Afrique de l'Ouest. Cette bataille monétaire sera un moment essentiel de la libération de toute l'Afrique. Cette bataille monétaire sera un moment clé de la libération africaine. En effet, lorsque la Confédération de l'Alliance des États du Sahel va mettre en place, quand elle va mettre en place, eh bien, la monnaie Sahel, il faudra qu'on soit prêt à faire face à la fausse monnaie, une fausse monnaie Sahel que va fabriquer la France-Afrique pour tenter de noyer le système. Il faudra qu'on soit prêt à combattre le CFA, qui aura continué à survivre à travers le Sénégal, à travers la Côte d'Ivoire, bref, à travers les autres pays, hein, restés esclaves de la Banque de France. Il faut se préparer à une grande bataille monétaire. Alassane Draman Ouattara, en ressuscitant artificiellement le soi-disant projet de l'éco-CEDEAO, ne veut dire que ceci: nous sommes chargés, nous, eh bien, les pays de la CEDEAO, de détruire par tous les moyens possibles la monnaie Sahel qui se prépare. Alors, il faut se préparer à détruire également le CFA. Autant les esclaves de maison, les nègres de maison au service du franc CFA veulent détruire la monnaie Sahel, autant les peuples africains doivent se préparer à la destruction du CFA. Le CFA n'est pas une monnaie africaine. C'est pas une monnaie africaine. C'est une monnaie qui appartient à la Banque de France. Elle a été créée en 1945 par le général de Gaulle et son ministre des Finances. C'est pas une monnaie africaine. Il faut qu'elle rentre en France. Si le gouvernement français veut absolument à tout prix sauver le CFA, qu'il le ramène en France et qu'il restaure le CFA comme monnaie d'échange ici en France. Parce que de toutes les façons, cette monnaie, c'est du papier vide qui permet de pomper les richesses africaines sans contrepartie valable. C'est du papier vide produit par la Banque de France pour s'emparer des richesses africaines sans contrepartie valable. L'Afrique ne peut pas se développer avec le CFA. Parce que le CFA est une camisole de force, c'est une clé 14 sur le coût des économies africaines pour les empêcher de s'industrialiser, pour les empêcher de s'autonomiser, les empêcher de se moderniser et de s'adapter à l'économie monde. Le franc CFA, c'est en réalité un cadenas néocolonial. C'est un poste de douane immérité, c'est un poste de douane infect contre les peuples africains, 15 pays. Donc il va falloir que tout le monde prenne acte du fait qu'une grande bataille monétaire a commencé. La guerre entre le Sahel et le CFA aura lieu. Il faut s'y préparer. Et donc les économistes, les géostratèges, les géopoliticiens doivent continuer d'instruire notre peuple, le peuple africain, sur les potentialités de ce changement de monnaie, sur les bons réflexes à adopter pendant que la guerre monétaire va éclater. Il faut vraiment que nos économistes, nos monétaristes, il faut que tous les spécialistes des questions monétaires deviennent des éducateurs du peuple. Parce que pendant cette guerre des monnaies, cette guerre monétaire, eh bien, le néocolonialisme et l'impérialisme vont essayer de créer artificiellement une misère, ayant pour but de révolter les peuples contre les gouvernements panafricanistes révolutionnaires. Il faut anticiper sur tout cela en mettant en place un vaste programme populaire d'éducation au fondement de la résistance et de la souveraineté monétaire. C'est cette proposition que j'adresse à l'ensemble des gouvernements de l'AES et à l'ensemble des gouvernements panafricanistes. Mettons en place un programme d'éducation populaire aux méthodes et aux techniques de la résistance et de la souveraineté monétaire. Il faut qu'on ait un programme de cette nature qui soit permanent sur l'ORTM, permanent sur la RTB, permanent sur la RTN. Il faut qu'il y ait un programme d'éducation publique, d'instruction publique au fondement de la résistance économique, au fondement de la résistance et de la souveraineté monétaire. Tout ceci ayant pour but de préparer les populations à la guerre monétaire qui, de toutes les façons, aura lieu. Voilà pour le deuxième point que je voulais aborder aujourd'hui. Je viens au troisième point de cette conversation, eh bien, à haute voix. Cette réflexion à haute voix. Il y a deux pays
qui sont très inquiétants pour l'Afrique et qui inquiètent d'ailleurs la paix et la stabilité de toute la sous-région. C'est le Cameroun, où M. Biya organise une élection pourrie, fraudée d'avance, truquée d'avance le 12 octobre 2025, et c'est la Côte d'Ivoire, où M. Ouattara organise une pourrie élection, toujours pour le mois d'octobre 2025. Mais dans ces deux pays, il y a une caractéristique commune sur laquelle je voudrais attirer l'attention de l'opinion ivoirienne, camerounaise, africaine. Dans ces deux pays, les peuples sont confrontés à deux grands ennemis. Et il ne faut pas qu'en se concentrant sur l'un des ennemis, les peuples se laissent avoir par l'autre. Quels sont les deux grands ennemis des peuples camerounais en lutte, ivoiriens en lutte? Les deux grands ennemis de ces deux peuples sont d'une part les dictatures, les régimes dictatoriaux de Biya et Ouattara, qui sont organisés pour confisquer le pouvoir par la force, par la corruption, par la ruse, par le mensonge, d'accord? Et avec le soutien de leurs relais internationaux. Mais il y a un deuxième loup qui est en embuscade. Le deuxième loup qui est en embuscade, c'est le néocolonialisme français. Les grands stratèges du néocolonialisme français ont analysé leur déculotté au Sahel. Analysant leur déculotté au Sahel, ils ont compris que au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ils ont été pris de court parce qu'ils n'ont pas vu venir la révolution panafricaniste. Ils n'ont pas vu venir les militaires patriotes. Or, dans tous les pays où des militaires patriotes et panafricanistes ont pris le pouvoir, l'armée française a dû plier ses bagages, les multinationales françaises sont en baisse d'influence, la diplomatie française est réduite en peau de chagrin. Les géostratèges néocolonialistes français ont donc décidé d'examiner les régimes de la France-Afrique et de préparer un coup d'État contre leurs propres suppôts. Il y a un coup d'État néocolonialiste français en préparation contre Paul Biya au Cameroun. Tout comme il y a un coup d'État néocolonialiste français en préparation contre Ouattara en Côte d'Ivoire. Le principe du coup d'État néocolonialiste, c'est qu'on laisse d'abord le tyran, le dictateur, aller au bout de sa logique. Si le tyran réussit à utiliser la violence, la ruse, et à conserver le pouvoir, maintenant ainsi les intérêts néocolonialistes français, Paris le laisse tranquille. Mais si le tyran est débordé par la révolte, l'insurrection populaire, si le tyran est débordé par les manifestations, si on voit très bien que la situation pourrait échapper à un moment donné au tyran, et que notamment des forces révolutionnaires pourraient accéder au pouvoir, à ce moment-là, les néocolonialistes géostratèges vont actionner, à ce moment, ils vont actionner leur coup d'État néocolonialiste. C'est la méthode qui a été employée pour contrer la révolution au Gabon. Quand on a vu qu'Ali Bongo ne parvenait plus à tenir le Gabon, on a suscité Oligui Nguema pour court-circuiter la révolution populaire gabonaise. Voilà comment on a sauvé la France-Afrique au Gabon. De la même façon, en Guinée-Conakry, quand on a vu que Alpha Condé ne parvenait plus à tenir la situation, on a suscité Mamadi Doumbouya pour court-circuiter la révolution guinéenne. Eh bien, c'est le même schéma qui se prépare aujourd'hui, en effet, au niveau du Cameroun et au niveau de la Côte d'Ivoire. Si Biya venait à être débordé par les manifestations populaires, les géostratèges néocolonialistes français inciteraient un officier aux ordres de Paris à prendre le pouvoir, à simuler la révolution pour maintenir et même élargir les intérêts néocolonialistes dans le pays. C'est le même schéma en Côte d'Ivoire. Ouattara venant à être débordé, on va actionner un officier néocolonisé pour prendre le pouvoir, simuler la révolution et garantir la permanence des intérêts néocolonialistes. Voilà pourquoi je dis que les peuples camerounais et ivoiriens ont à combattre deux grands ennemis. D'une part, la dictature de Biya, la dictature de Ouattara. D'autre part, le coup d'État néocolonialiste français qui se cache derrière et qui est en embuscade. Il faut par conséquent à la fois combattre la dictature et combattre des forces de trahison, des forces réactionnaires, des forces conservatrices intérieures au régime qui sont en réalité à l'affût.
Et ce n'est qu'en contrecarrant ces deux plans, qui sont des plans anti-populaires, anti-africains, des plans anti-camerounais, anti-ivoiriens, qu'il va y avoir une perspective amenant vers une véritable transition panafricaniste, une transition révolutionnaire en faveur des peuples. C'est ce point-là de géopolitique et de géostratégie que je voulais rappeler dans cette conversation matinale. Bien sûr, le pire ennemi d'un peuple africain aujourd'hui, c'est sa propre division. Si un peuple continue à se percevoir comme nous les nordistes, nous les anglos, nous les bamis, nous les beti-boulous, nous les sawa, les bassa, nous les ceci et les cela, tout peuple africain qui se perçoit à travers les prismes ethniques, les prismes régionaux et les prismes religieux, se condamne à ne pas être capable de vaincre la dictature et à ne pas être capable de vaincre la France-Afrique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.